65 hommes, un seul drakkar. Sous eux, la mer du Nord s'agite, glaciale, infinie. L'air est lourd, chargé de sel, de sueur et de fumée accumulée depuis des semaines. Ces hommes vivent les uns contre les autres. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Ils se battent dans des espaces étroits. Pas de toilettes, pas de seau, aucune hygiène. Seulement la mer ouverte et l'endurance des Vikings. Et pourtant, cet équipage a évité les maladies qui ont décimé tant d'autres marins. Comment ont-ils survécu à l'odeur, à la maladie et à la mer, coincés sur un navire étroit, construit pour la guerre, pas pour le confort? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires de survie les plus étranges de l'histoire. Comment les Vikings géraient-ils leurs déchets à bord des drakkars sans tomber malades? Voici le drakkar Viking, un navire qui, selon toute logique, aurait dû être un cimetière flottant. Des ponts bondés, propager les maladies, des espaces partagés, transmettre les germes d'une personne à l'autre. Sans aucun moyen d'éliminer les déchets, tout était réuni pour favoriser le choléra, la dysenterie et la typhoïde. Les mêmes maladies qui, plus tard, ont décimé des marins sur des navires pourtant bien plus propres. Et pourtant, ces marins du Nord ont conquis l'Islande, colonisé le Groenland et atteint l'Amérique du Nord 5 siècles avant Colomb. Le mystère devient encore plus étrange quand on s'intéresse à leur réputation. Les visiteurs étrangers notaient souvent quelque chose de surprenant. Les Vikings étaient en réalité obsédés par la propreté. Un diplomate arabe, Ahmad ibn Fadlan, écrivit qu'il les voyait se laver chaque jour dans des bols d'eau partagés. Les chroniqueurs anglais eux-mêmes se plaignaient que les Vikings se baignaient si régulièrement que le jour en question finit par être connu sous le nom de Logardagur, le jour du lavage. Les archéologues ont même découvert des tombes remplies d'outils de toilette, des peignes finement sculptés, des pinces et de petits cure-oreilles fabriqués en os et en bois de cervidés. Une civilisation qui plaçait l'hygiène au-dessus de tout, prospérant dans des navires, ne disposant pourtant d'aucune infrastructure sanitaire. Alors comment faisaient-ils? La réponse ne se trouve pas dans ce que les Vikings ajoutaient à leurs navires, mais dans ce qu'ils en retiraient volontairement, et dans 3 stratégies intégrées qui transformaient des contraintes architecturales en véritables avantages opérationnels. À l'été 1904, en creusant dans une argile bleue à Zosberg, des fermiers norvégiens mirent au jour une forme sombre, enfouie profondément dans la terre. C'était la coque remarquablement conservée d'un navire viking, protégé pendant 1000 ans par la tourbe qui l'avait empêché de se décomposer. Le fermier local, propriétaire du terrain, voulait l'ouvrir pour voir s'il pouvait y trouver quelque chose d'intéressant. Et il ne fut pas déçu. Gustafsson, il était très doué pour cela, et particulièrement en avance sur son temps, comprit que la documentation était essentielle. Et nous lui en sommes aujourd'hui extrêmement reconnaissants. La fouille dura des mois, les archéologues cataloguèrent tout, des poteaux en bois sculptés représentant des bêtes grondantes, un chariot à 4 roues aux roues intactes, des fragments de textiles dont les motifs teints étaient encore visibles, des ustensiles de cuisine, et même un seau en bois cerclé de bandes de fer. La précision est minutieuse, les attentes sont raisonnables. Quelque part dans cette maison flottante, qui transportait 32 personnes, il devait forcément exister des preuves de la manière dont ils géraient leurs besoins biologiques pendant des semaines en mer. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucun foyer en pierre n'était conçu pour être utilisé à bord des navires. Aucun brasero en bronze, aucun pot de chambre, aucun signe d'un espace destiné à servir de latrine. Peut-être s'agissait-il d'un navire cérémoniel, un bateau funéraire, jamais destiné à la navigation pratique. Mais la fouille de Gokstad en 1880 écarte définitivement cette hypothèse. Un véritable navire de guerre daté de l'an 890 transportait d'énormes tonneaux d'eau, des instruments de navigation et du matériel de cargaison pratique. Les traces d'usure sur les sabords de rames prouvent une utilisation intensive. Ces mêmes indices ne révèlent absolument rien concernant la gestion des déchets. Avançons jusqu'en 2020, des radars à pénétration de sol analysent le navire de l'Étoile jaune, avant même le début des fouilles, cartographiant chaque poutre, chaque vide, chaque artefact encore enfoui. La technologie moderne révèle la même absence volontaire. À travers 2 siècles de fouilles de navires vikings, une conclusion s'impose clairement. Les charpentiers navals nordiques ont délibérément conçu leurs navires sans aucune installation sanitaire permanente. Le drakkar, construit avec des planches de chêne chevauchées, calfatées avec du goudron et des poils d'animaux,
avait un faible tirant d'eau pour naviguer sur les rivières et des flancs ouverts permettant des déplacements rapides. Chaque détail reflétait un compromis délibéré. La vitesse et la flexibilité passaient avant tout. Ainsi, tout ce qui était superflu était supprimé, y compris les toilettes. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un choix d'ingénierie assumé. Un choix qui créait à la fois un problème mortel et une solution ingénieuse qui n'a de sens que lorsqu'on comprend à quel point l'alternative aurait été dangereuse. Prenons l'exemple de la frégate Aquitaine, navire de la Marine nationale française, mise en service en 2012. Ce bâtiment disposait de couchettes réservées aux malades, de chirurgiens formés et de règlements stricts régissant l'hygiène et l'élimination des déchets. Les marins dormaient dans des hamacs désignés et mangeaient dans des gamelles métalliques et déféquaient dans des latrines spécialement conçues, avec des conduits d'évacuation déversant directement les déchets dans la mer. Ce schéma se répéta à travers les siècles. La maladie, et non le feu ennemi, fit plus de victimes que les combats durant toute l'ère de la navigation à voile. La typhoïde se développait dans des tonneaux d'eau contaminés. La dysenterie se propageait par le contact avec des surfaces souillées. Le drakkar et Dubhy B1 mesurait 30 mètres de long pour seulement 2,7 mètres de large. Environ 2 hommes par mètre de longueur, 60 rameurs travaillaient sur ce navire. Ils ramaient par rotation, dormaient entre les bancs, mangeaient des provisions froides, tandis que les embruns trempaient leurs manteaux de laine. Lorsque les tempêtes frappaient, ils ne pouvaient pas descendre sous le pont. Il n'y avait pas de pont inférieur. Imagine à quelle vitesse la maladie aurait pu se propager. Des mains mouillées par l'eau de mer et la sueur saisissant les mêmes rames que d'autres utiliseraient au tour suivant. De la nourriture transmise par des doigts non lavés. Des hommes regroupés pour se réchauffer, respirant le même air froid. Si le moindre déchet était resté à bord, il aurait suffi d'un seul cas d'intoxication alimentaire pour que l'infection se propage en cascade à tout l'équipage en quelques jours. Les poux entassés dans une telle promiscuité auraient dû propager le typhus comme un feu de brousse. Les mathématiques de la transmission dans un confinement pareil sont brutales et sans pitié. Et pourtant, année après année, les flottes vikings naviguèrent, pillèrent, commercèrent et revinrent. Mais la réponse commence par la caractéristique la plus distinctive du navire, quelque chose qui aurait pu sembler être une faiblesse, mais qui devint en réalité le fondement de toute leur stratégie sanitaire. Le franc-bord d'un drakkar, la distance entre la ligne de flottaison et le bord du pont est d'environ un demi-mètre. Tenez-vous à la proue, agrippez-vous au mât d'étrave et l'océan est là, à portée de bras. Cette proximité était intentionnelle. Elle rendait tout le reste possible. Premier principe, dispersion immédiate. Les déchets humains étaient rejetés directement par-dessus bord, dans l'Atlantique Nord, sans aucun contenant. Rien ne s'accumulait, rien ne stagnait. Les germes ne pouvaient pas se concentrer. L'eau salée en mouvement diluait instantanément les agents pathogènes, réduisant drastiquement les niveaux bactériens en quelques secondes. Par mer calme, ce système fonctionnait parfaitement. Par gros temps, lorsque se tenir au bastingage devenait trop dangereux, de simples seaux en bois prenaient le relais. Le même type de seau présent dans chaque foyer viking servait de contenant temporaire. Ils étaient vidés par-dessus bord dès que l'occasion se présentait, jamais stockés. La clé résidait dans la compréhension du navire comme une plateforme, et non comme un espace clos. L'océan ne se contentait pas de recevoir leurs déchets. Il les effaçait, offrant un système de nettoyage naturel bien supérieur à tout ce que les humains auraient pu construire. Mais cela laisse un vide inconfortable dans les archives historiques. Les femmes empruntaient elles aussi ces routes maritimes. La sépulture d'Osberg comprend 2 corps féminins. Les sagas de colonisation islandaise décrivent des familles entières effectuant la traversée. Les chercheurs reconnaissent qu'aucune preuve directe n'a survécu. Le scénario le plus probable est que des paravents en tissu temporaire étaient installés lorsque le navire était à l'ancre. L'intimité était assurée par des normes sociales, plutôt que par l'architecture, et les femmes utilisaient les mêmes systèmes de seaux que les hommes. Cela souligne une réalité brutale. La dignité dans cet environnement était négociée socialement et non conçue structurellement.